Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une liste terrible, une liste vraie. 61 ans, Besançon le 4 janvier. 34 ans, Chalon-sur-Saône le 7 janvier. 23 ans, Lille le 13 janvier. 22 ans au Kremlin-Bicêtre le 14 janvier. 30 ans à Noisiel le 15 janvier. 36 ans à Lille le 18 janvier. 43 ans à Strasbourg le 18 janvier. 55 ans à Pau le 21 janvier. 22 ans à Marseille le 24 janvier. Je parle de janvier 2022. 9 suicides dans la police nationale en 2022. 50% de plus de proportion que la population française en général. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment qu'il y a des suicides dus à des problèmes familiaux ou autres, bien sûr. Mais enfin, cette proportion quand même, 9 suicides en janvier de policiers d'actifs. Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec la Fédération professionnelle indépendante de la police. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Nous sommes avec le porte-parole de la Fédération professionnelle indépendante de la police, la FPIP, Cyril Emardinguer. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Les suicides de policiers, les suicides en général, c'est quelque chose de terrible. Mais là, il y a quand même une espèce de je dirais pas d'échelle exponentielle, mais enfin d'expansion énorme. Pourquoi vous avez enquêté là-dessus, votre fédération? Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui pour qu'on en soit là et avec ce chiffre? Oui, on vous écoute. Non, on ne vous entend pas là, Cyril Emardinguer. Il y a un problème de voix, de son. C'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. On vous écoute. Okay. Allez-y. Donc, le problème que nous avons dans la police nationale aujourd'hui, il vient essentiellement du manque de prise en compte, d'accompagnement des fonctionnaires de police dans leur quotidien. On a une société qui est de plus en plus violente. On a des policiers qui sont de plus en plus malmenés, agressés quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions, qui ne sont pas reconnus dans la difficulté de leur métier, ni par leur hiérarchie, ni par l'administration. Et on le voit depuis la crise des Gilets jaunes, encore moins par la population, puisque nous nous sommes retrouvés opposés à une population qui, de base, nous était plutôt favorable et dont une partie est devenue hostile à cause du phénomène de maintien de l'ordre. Oui, et puis il y a eu les LBD 40, les grenades, etc., etc. Enfin bon. Mais ce que je veux savoir, expliquez-nous. Vous dites les gilets jaunes. Est-ce que, plus généralement, est-ce que la police peut faire aujourd'hui, selon vous, son métier dans des situations de violence, dans les quartiers ou ailleurs, où en fait, posons le problème très très directement. Elle est démunie, elle n'a pas je ne dis pas les armes physiques, enfin les armes elle les a, mais elle n'a pas les moyens de se défendre à cause de la proportionnalité notamment. Tout à fait. La difficulté que l'on a, il est dans l'application du concept de légitime défense, où en règle générale, le policier n'a pas aujourd'hui légalement les moyens de se défendre. C'est-à-dire que la légitime défense elle est prévue sur le plan légal, mais en réalité, aujourd'hui, lorsqu'un policier se fait agresser et qu'il défend, même lorsque sa riposte est proportionnelle à l'attaque et qu'elle est complètement dans les clous, il est toujours mis en cause comme un auteur de violence policière. Il est mis en cause comme ça par la vindicte populaire, il est mis en cause également systématiquement par sa hiérarchie, il prend une enquête IGPN sur le dos systématiquement, il n'est jamais réellement soutenu par sa hiérarchie, le contrôle par les pairs qui est imposé par le code de déontologie fait que parfois vous n'êtes même pas soutenu par vos propres collègues. Et ce système crée un gros mal-être au niveau des policiers. Il n'y a aucune prise en charge non plus de tout ce qui va être syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'un guet-apens, quand vous passez un réveillon de la Saint-Sylvestre sous les tirs de mortier sur votre bouclier, toutes ces scènes-là sont traumatisantes.
Et il n'y a pas d'accompagnement réel qui est fait par rapport à ça. Si on a un fonctionnaire de police qui est à bout, qui n'en peut plus, qui se met en arrêt maladie, au lieu de l'aider, vous avez une hiérarchie qui va dire à ses propres collègues, si vous ne pouvez pas poser vos congés, c'est parce qu'il a planté le service, donc appelez-le pour le faire revenir. Donc, mais du coup, il n'y a pas d'accompagnement. Pardon, il n'y a pas d'accompagnement psychologique, il n'y a pas il n'y a pas je veux dire, de suivi par rapport à ça. Quelqu'un qui est effectivement sous un stress, et on peut comprendre, ce sont des situations difficiles. Il n'y a pas d'accompagnement, vous dites. On a un service d'accompagnement psychologique qui est le SSPO. On a des gens qui font très bien leur travail. Mais le souci qu'il y a, c'est que le recours déjà à ce service, il doit être à l'initiative du fonctionnaire. Un fonctionnaire qui va mal, qui est en état de détresse, ne le ressent pas forcément sur le moment. Et ensuite, il y a toujours aussi ce manque de possibilité de prendre du recul, de prendre du repos. Il y a cette possibilité de ne pas pouvoir parler. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, je me sens fragilisé, d'un côté, vous avez une hiérarchie qui peut dire tout simplement, bon, ben, on ne prend pas de risque, on va vous désarmer. Et comme ça, bon, ben, si vous suicidez, au moins, ce ne sera pas avec l'arme de service. Puis on dira que c'est des problèmes personnels et ça ne mettra pas en cause le service. Tout comme vous pouvez avoir une hiérarchie qui va vous dire oui, attendez, ou même certains psychiatres, comme ça a été vu, on l'a dénoncé, à dire mais attendez, vous êtes une chochotte ou quoi? Ça fait partie du job, ça. Vous êtes policier quand même. Derrière l'uniforme, il y a un homme avec sa sensibilité, avec ses problèmes, avec ses faiblesses humaines. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Et même dans notre administration, on a pu le démontrer d'ailleurs à l'époque avec ce psychiatre qui avait de graves manquements déontologiques dans sa prise en charge des patients policiers. On n'est vraiment absolument pas du tout aidé, épaulé et du coup armé pour faire face à ce quotidien. Et vous dites que c'est ça, en partie, encore une fois, on ne va pas généraliser, mais c'est ça qui amène un certain nombre de policiers, notamment là à Marseille, un policier de 22 ans, avant-hier, qui s'est suicidé, et d'autres. Vous dites que c'est le sentiment de stress, le sentiment de désespoir. Il y a un vrai désespoir. Parce que pour arriver à là, il faut être vraiment saisi d'un vrai désespoir d'arriver à ce stade. Disons que c'est un engrenage. Dès lors où vous êtes en situation de stress post-traumatique ou d'exercice du métier, vous allez avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Petit à petit, vous allez moins bien dormir. Parce que vous allez moins bien dormir, vous allez devenir plus irritable. Parce que vous êtes plus irritable, vous allez vous éloigner socialement des autres. Parce que vous éloignez, il va y avoir des incompréhensions, peut-être des disputes. Vous allez être réprimandé par votre hiérarchie. Vous allez moins obtempérer à des ordres qui peuvent vous paraître parfois pas forcément adaptés, que vous auriez exécutés. Ben là, vous avez moins dormi, vous allez envoyer peut-être un peu balader votre supérieur. À cause de ça, vous êtes sanctionné. Parce que vous allez être sanctionné, ben vous n'allez plus manger, plus dormir. Il y a un engrenage. Et ainsi de suite. Voilà, c'est un engrenage. Jusqu'au jour où vous n'en voyez plus la fin, vous êtes dans un état de souffrance qui fait que la solution, vous ne la voyez pas. Et l'urgence, c'est de mettre fin à cette souffrance. Et quand l'urgence, elle est de mettre fin à cette souffrance et que vous savez qu'une balle de 9 mm ne va pas vous louper, certains collègues, hélas, se laissent tenter par cette facilité. Mais l'arme de service n'est pas à mettre en cause dans le sens de si elle facilite l'accès. On le voit d'expérience, d'autres collègues qui, s'ils n'ont pas leur arme de service, finissent par se pendre, finissent par se mettre sous un train, s'entailler les veines. On ne compte pas, là on voit le nombre de suicides, mais on ne compte pas le nombre de tentatives de suicide qui laissent nos collègues parfois lourdement handicapés parce qu'ils se sont ratés. Toutes celles-ci ne sont pas comptabilisées et sont pourtant une triste réalité. Oui, c'est assez. Le tableau que vous donnez est effectivement est réaliste, mais très 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 noir. Enfin, c'est terrible. Mais juste une chose, est-ce que pour vous, pour essayer de limiter plus que ces dégâts, limiter ces drames, est-ce que pour vous il y a une espèce de manque de reconnaissance, que ce soit les hiérarchies, que ce soit les gens, etc., une absence de reconnaissance quelque part? Évidemment, tous les policiers ne sont pas des anges, mais enfin, traiter la police comme certains la traitent ailleurs, c'est quand même effectivement complètement imbécile et exagéré. Donc, il y a une reconnaissance, c'est un problème de reconnaissance, fondamentalement. Je pense qu'il y a énormément un problème de reconnaissance, déjà de la population face à la difficulté du métier. Pendant les actes terroristes, nous étions perçus comme des héros, et puis arrive l'épisode des Gilets jaunes, on est perçus comme des salauds. Donc déjà, là, il y a un manque de reconnaissance de la part de la population qui est assez versatile à l'égard des policiers.
par rapport à la Juste un mot, Cédric, ça m'étonnerait parce que c'est intéressant. Mais vous comprenez aussi qu'une partie de la population, il faut le dire, a été un peu échaudée par le fait qu'on a éborgné, qu'il y a eu des mains arrachées, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas là justement manque de proportionnalité entre ce qui se passait et juste chose et puis les résultats qu'il y a eu chez certains. Et puis vous savez, autre chose aussi pour la population, il faut le dire, ils ne comprennent pas, alors évidemment ce sont les ordres, mais que des policiers passent leur temps à aller voir si le QR code ou la carte d'identité est présente chez ceux qui prennent un café en terrasse ou ailleurs, et que le reste un peu ailleurs, un peu partout, eh ben, on constate des absences un peu partout dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de disproportion là aussi, ou 2 poids et 2 mesures? Alors, je vais vous répondre sur ces 2 points. Oui. Le problème, là, il vient de la politique gouvernementale, où la police n'est qu'un instrument de la politique gouvernementale, et nous subissons d'être cet instrument. Rapidement, pour revenir sur les éborgnés, les mains arrachées, oui. On a mis des unités légères spécialisées en violence urbaine, non pas pour faire de la violence urbaine, mais pour faire du maintien de l'ordre, voire du rétablissement de l'ordre dans certains cas. Donc, ce sont des unités qui sont inadaptées, et donc qui ont des éléments de réponse qui sont inadaptés. Et quand on ne met pas la bonne solution face au bon problème, forcément, ça ne marche pas. Et là, ce sont nos concitoyens qui en ont fait les frais. Nous l'avons dénoncé à l'époque nous-mêmes. Et là, en ce qui concerne les contrôles de QR code, mais c'est quoi ça? En fait, c'est un bel outil parce que vous savez, la délinquance, elle est mesurée par la statistique en France. L'Observatoire de la délinquance, il regarde un peu les statistiques. Si vous voulez faire baisser la délinquance, au lieu d'aller contrôler des voyous dans les cités, vous allez emmerder les Français, pour reprendre les propos de notre président, en allant contrôler des QR codes dans les cafés. Donc ça, nous étions, et j'ai été le premier à dénoncer ce type de dérive, à disant nous ne sommes pas là pour emmerder les Français, nous sommes là pour les protéger, nous sommes là pour faire respecter l'ordre républicain. Et dans ces quartiers perdus de la République, devenus de véritables zones de non-droit, parce qu'il n'y a pas de volonté de notre gouvernement d'y rétablir l'ordre, nous voudrions y aller. Nous n'avons pas besoin d'envoyer l'armée dans les quartiers, nous n'avons pas besoin d'envoyer tout ça. Il suffirait d'y envoyer la police et de lui donner les moyens de faire son travail. Si les policiers pouvaient faire leur travail comme ceci, c'est-à-dire remplir leur mission première, qui est celle d'être au service de la population et non pas que du seul gouvernement. Cela nous permettrait d'être bien vus et reconnus par la population. Cela nous permettrait à nos policiers d'être mieux dans leur peau, mieux dans leur travail. Et donc éviterait nombre de passages à l'acte comme on peut le voir aujourd'hui dans le cadre du suicide. Mais j'aimerais aussi, parce que là il est question du gouvernement, souligner aussi autre chose. Quand le gouvernement organise des réunions de concertation avec les instances syndicales pour la prévention du suicide, il ne parle à chaque fois qu'aux syndicats représentatifs qui leur sont acquis. Il ne parle jamais aux syndicats dits non représentatifs, aux petites structures associatives qui sont trop indépendantes. Comme la vôtre. Comme la nôtre. Ils ne veulent pas nous mettre autour de la table. Nous avons été la semaine dernière et essayer de voir le patron de la police, M. Vaux, pour voir si on pouvait être associé à la discussion de lutte pour la prévention du suicide. Et nous avons eu une fin de non-recevoir. On nous a dit, si vous voulez prendre rendez-vous, vous le faites par courrier, par voie postale, et hypothétiquement, vous aurez peut-être un retour. Voilà. Et ça, ce manque de concertation, il crée un entre-soi avec des personnes qui leur sont acquises et il les empêche de trouver ou de penser aux vraies bonnes solutions. Merci Cyril Merdinker. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Et effectivement, les problèmes sont posés. Et il y a quelque chose d'intolérable, c'est effectivement ces suicides et cette désespérance. Et je rappelle qu'il y en a déjà eu 9 en 3 semaines en ce mois de janvier 2021. Et dans un instant, comme d'habitude, les perles U et Bravo d'André Berkoff qui vous attendez tout ça tout de suite.